Voilà pour le Zap politique. Place au débat de Soir Info Week-end. Nous sommes toujours avec Azilis Lecor, Guillaume Clossat, William Tay, Patrice Arditi. Avant ce fameux Zap politique, je vous avais promis une question, un sondage IFOP commandé par Morio Studio pour la chaîne YouTube Divisionnaire. La question c'était, trouveriez-vous justifié qu'une personne non vaccinée hospitalisée pour une forme grave du Covid en soins intensifs ou en réanimation soit amenée à régler totalement ou partiellement donc son séjour à l'hôpital? On était sur du 50-50, un peu plus donc de oui. Là, c'était non pour Patrice Arditi et oui pour Guillaume Clossat. La réponse, et qui, je trouve, en dit long sur l'état de notre société, qui est complètement divisée. 51% des Français trouveraient justifié qu'une personne non vaccinée hospitalisée pour une forme grave du Covid en soins intensifs paye son séjour si elle est non vaccinée. Vous voyez l'ensemble des Français. Alors c'est assez intéressant de voir également avec les partis politiques. Il n'y a que chez la France insoumise que finalement on refuse cette idée de faire payer les non-vaccinés en soins intensifs. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi j'ai l'impression que ce virus rend complètement fou. Azilis Lecor. C'est assez affligeant. Et c'est inquiétant, c'est-à-dire quoi, la prochaine étape, c'est on ne soigne plus ceux qui ne sont pas vaccinés parce qu'ils seraient responsables de leur sort. Si on fait ça, alors est-ce qu'on arrête aussi et on leur fait payer à ceux qui sont accidentés parce qu'ils auraient commis un excès de vitesse, pris de la drogue, pris de l'alcool? Enfin, ça ne s'arrête plus. On peut aussi parler de ceux qui ont un cancer du poumon parce qu'ils sont fumeurs. Enfin, c'est assez terrible, c'est assez inquiétant. C'est une vraie rupture avec notre philosophie. Et en plus, je tiens à rappeler que les non-vaccinés ont le droit de refuser un traitement. La loi Kouchner, avec ce célèbre article adopté en 2002, rappelle qu'on n'est pas obligé d'accepter un traitement. Et donc, la vaccination contre le Covid n'est pas obligatoire aujourd'hui. Donc, ces Français doivent être soignés et ont le droit d'avoir des soins gratuits. Je trouve ça vraiment, vraiment choquant. Tour de table. William Tay. Choqué ou non? Ce qui est surprenant, plus que sur le chiffre de 51, c'est que quasiment tous les partis politiques sont plutôt majoritaires, même plutôt à gauche, alors qu'ils sont plutôt des partis qui sont en faveur de l'égalité. Donc, mais moi, ça me surprend. Sauf la France Insoumise. Sauf la France Insoumise, mais le Parti Socialiste et Europe Écologie Les Verts sont plutôt favorables. Et en fait, moi, ce que je vois notamment dans l'étude qui est principale, qui est publiée chaque année, c'est Ipsos Fracture Française, qui sort à peu près chaque année. Et ce qu'on voit, c'est depuis l'apparition de la crise sanitaire, on a une mutation de la vision des Français à la fois sur plusieurs conceptions. Sur la conception de eux-mêmes par rapport au monde, sur la conception de l'État-nation, notamment s'ils sont en faveur de l'ouverture et de la fermeture. Et en fait, les Français actuellement sont en train de se chercher, et je pense qu'ils sont sur un processus de mutation qui est profond, en train de se caler petit à petit sur les phénomènes anglo-saxons, donc Royaume-Uni et États-Unis. C'est pas étonnant en fait quand on voit ces chiffres, dans la mesure où le principe d'égalité est en train de mourir petit à petit pour privilégier un autre aspect qui est la question de la liberté individuelle. Guillaume Clossat, vous faites l'amour. Moi, ce que je trouve très inquiétant, en fait, c'est que ça signifie qu'il n'y a pas une pédagogie en fait, de nos principes de la République. Et dans les principes de la République, il y a un principe qui est la santé pour tous, qui nous vient en fait de Pasteur, hein, bien plus loin, où on a compris à une certaine époque de notre histoire que assurer une santé pour tous, c'était la garantie d'une société qui aille bien. Parce que si on ne le faisait pas, les virus, les maladies se propageaient, et donc c'était une faiblesse collective. Et donc c'est le sens collectif qui manque totalement. Et c'est très étonnant, par exemple, à La République En Marche, où il y a 3/4 des... Vous trouvez ça étonnant? Mais je trouve alors que vous avez les représentants de La République En Marche qui ne cessent de stigmatiser les non-vaccinés. Eh bien, ça signifie qu'il y a un problème de valeurs fondamentales dans notre pays, et ces valeurs fondamentales, c'est notre identité. Et donc tout le monde est en train de chercher son identité, mais cette identité, elle est éduquée nulle part. Elle n'est enseignée nulle part. Et il y a quelque chose que je ne pige pas. Je vous donne l'exemple du drapeau européen. Ce drapeau européen, c'est une idée française. Hein, c'est aussi notre identité. Le double drapeau, c'est notre identité. Eh bien, on est incapable de l'expliquer. Et ce défaut d'explication pose une question, parce que la classe politique que nous avons, elle nous reflète nous-mêmes. Quand on regarde le baromètre, je ne sais pas si vous allez en parler plus tard, mais le baromètre Le Point via Voice sur les émotions liées à la campagne présidentielle, eh bien vous voyez que les Français sont dégoûtés par cette campagne présidentielle. Mais dans des proportions qui sont inimaginables. Les mots qui viennent spontanément, je les ai notés, c'est assez effroyable. On va laisser répondre peut-être Patrice Arditi. C'est important parce que c'est dégoût, indifférence, ennui, fatigue, désespoir,
peur. Voilà où on en est. Et je pense que nous sommes dans une société française qui est schizophrène aujourd'hui. Et ce n'est pas le cas de nos voisins. C'est pas le cas de la société italienne, c'est pas le cas de la société allemande, c'est pas dans les mêmes proportions. Et donc il y a une réflexion à avoir sur nous-mêmes qui est très forte. Avant cette réflexion plus globale, je veux qu'on reste sur ce sondage qui est un sondage quand même assez saisissant. Qu'est-ce que vous en pensez, Patrice Arditi? Bon, je suis un petit peu d'accord avec lui. D'accord. Un petit peu d'accord avec lui. Un petit peu. Je dois quand même rappeler que tout à l'heure, j'avais dit qu'il y avait une majorité quand même. Oui. Bien. Bon, ok, elle n'est pas énorme, 51%, mais quand on regarde bien, la gauche aurait dû, en principe, balancer cette idée très anglo-saxonne, carrément, de faire payer les personnes qui ne veulent pas se faire vacciner. La droite, vous voulez dire? La droite, pardon. Mais et là, on se rend compte que les valeurs ont complètement changé depuis des mois. On n'y comprend plus rien. On n'y comprend plus rien. Il y a des gens de gauche qui ont des arguments de droite. Il y a des gens de droite qui ont des arguments de gauche. Ça aurait été très très bien si on avait voulu fonder un énorme centre, bien entendu, mais ça n'a jamais eu lieu rien dire dans notre pays. Bon, c'est une catastrophe. Et là, à part Mélenchon, qui évidemment les sympathisants, la France insoumise, attention. Bien sûr. Bon, les sympathisants. Il est en train de dire que tous les Français sont devenus macronistes en même temps. Non, c'est pas tout à fait ça. De toute façon, dans les sondages dont nous parlerons probablement tout à l'heure, pas une majorité. Ça n'est pas ça. J'aurais bien voulu connaître la position de Zemmour là-dessus, parce que c'est, on l'a pas, bien entendu. Mais les valeurs changent et moi ça me gêne terriblement parce que avant on pouvait se dire de droite, de gauche, d'une droite plus dure, d'une gauche. Et moi je trouve que là vous rentrez dans la popole. Moi ce qui m'intéresse c'est de voir que les Français, il y a une moitié de Français qui considèrent qu'aujourd'hui une personne non vaccinée doit payer s'il va en soins intensifs. Et je trouve que cette fracture entre les Français fait quand même un peu peur et cette idée du tout sanitaire avec cette obligation entre guillemets vaccinale déguisée fait un peu peur. Est-ce que vous partagez ce constat, William? Moi je pense pas que ce soit uniquement sur une question sanitaire, c'est une question d'aspect par rapport individuel versus collectif. Ouais. Est-ce que l'individu est aujourd'hui prêt à prendre en charge les aspects qui sont complètement collectifs? Et ce qu'on voit, c'est en termes de désintégration, c'est un mouvement qui est lointain. C'est un mouvement qui date depuis une quarantaine, cinquantaine d'années. C'est un mouvement d'individualisation des personnes qui rentre en opposition avec la tradition française d'égalité qu'on rappelle avec Tocqueville, de la démocratie en Amérique. Et moi, je pense que c'est ça le grand mouvement, c'est la question de la liberté individuelle. Et il y en a qui considèrent qu'ils ont déjà assez donné de leur liberté individuelle au nom de la cause collective qui est la protection contre le virus et que par conséquent, ils n'ont pas donné plus de leur liberté et surtout plus de leur argent via le contribuable pour payer, qu'on soit pour ou qu'on soit contre. Mais j'essaie de décrypter le mouvement et du coup, je pense que par conséquent, les gens, et notamment, c'est un des points de la question des Gilets jaunes, c'est la question du consentement à l'impôt. Parce qu'en fait, la question implicite, c'est est-ce que la collectivité doit prendre en charge des volontés individuelles? Et une partie des gens, de plus en plus croissante, considèrent qu'ils ne veulent plus payer d'impôts et que par conséquent, il y a des personnes qui doivent être mises en marge de la société. Mais ce n'est pas uniquement sur la question des non-vaccinés. On va avancer rapidement. Les migrants, ça concerne aussi les migrants et les chômeurs. Et vous avez une montée des personnes, une montée des souhaits qui considèrent que ces personnes ne doivent pas être prises en charge par la collectivité. Très bien. C'est entendu. En revanche, Guillaume Clossat, il n'y a pas besoin de lever la main. Vous pouvez parler comme vous voulez. Mais vous pouvez y aller. Vous pouvez lever. Si vous voulez répondre, il n'y a pas de problème. Non, mais je pense aussi qu'il y a un côté contextuel. C'est que ce que je ressens avec cette nouvelle vague, c'est un épuisement total de la société et une perte totale de repères. Et donc, la faute à qui? C'est marrant ça, les repères. Et donc, la faute aussi, ils ont envie de tourner une page. Ils ont envie de tourner une page et on a tous envie, en vérité, et je me mets dedans, d'un avenir positif. Et donc, on en a complètement marre de cette popole politique qui devient épuisante. La campagne présidentielle, en fait, c'est pas avec des petites phrases qu'on commence une grande campagne présidentielle. Et on a besoin d'un débat de bon niveau qui soit structuré vers l'avenir. Et cette nouvelle... jamais. Mais on en a besoin. On l'a eu en 2005. On ne l'aura jamais. Il est réclamé depuis des mois, mais on ne l'aura jamais. On est rentré en campagne il y a déjà plus d'un an. Eh bien, alors c'est très grave. Ça veut dire que la légitimité du président ou de la présidente, quelle qu'elle soit, sera extrêmement faible et que l'influence de la France et que notre identité, qui est très politique, va encore se désagréger. Voilà la conséquence. Vous parliez des petites phrases. Vous me faites la transition parfaite, Guillaume Clossat, puisqu'on parle à présent d'Emmanuel Macron. C'est la phrase de la semaine qui vise et qui veut emmerder les non-vaccinés.
non-vaccinés. Résultat, les non-vaccinés et les antipasses vaccinales, parce que c'est deux catégories différentes qui, évidemment, parfois peuvent s'entendre, mais on mélange souvent l'antivax de l'antipasse vaccinal. Bref, ils étaient dans la rue aujourd'hui. Plus de 100 000 Français ont donc manifesté ce samedi. Tour d'horizon avec Özlem Ünal. Ils sont remontés contre le président. Les opposants au pass vaccinal sont descendus dans la rue à Paris pour lui dire « Moi aussi, je lui dis que je l'emmerde. » J'emmerde tout son gouvernement et j'emmerde tous ceux qui veulent nous imposer cette vaccination contrainte et forcée. Ces propos attisent la colère et risquent de diviser encore plus les Français, selon certains manifestants. On n'est pas là pour emmerder les vaccinés et les non-vaccinés. On est un peuple uni. On est censé être un peuple uni. Passe sanitaire, passe vaccinal, une société sous contrôle selon eux. On n'est pas forcément contre le vaccin, on est contre le pass vaccinal, les QR codes. La société la chinoise, on veut pas de ça, la société de contrôle. Un QR code pour aller boire un coup dans un bar. Nos petits qui veulent faire 3 tests par semaine sur 4 jours, etc. Moi, je suis très en colère. Adopté à l'Assemblée nationale, le pass vaccinal va être examiné en début de semaine au Sénat. On l'a compris et on l'a vu donc, cette phrase d'Emmanuel Macron est en train de relancer en quelque sorte cette mobilisation post-pass sanitaire. C'était cet été avec plus de 260 000 manifestants. Et là, il y a cette jonction, ce cocktail explosif entre et le pass vaccinal et cette phrase « emmerder les non-vaccinés ». Vous partagez ce constat, Azilis ? Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'en effet... comme vous l'avez montré avec le sondage précédent, il y a une majorité des Français qui ont été plutôt d'accord avec le président. Et donc, malgré tout, il y a aujourd'hui une opposition dans la rue qui, moi, me réjouit, parce que c'est vrai que le monde qu'on dessine, sinon, m'inquiète un petit peu. Et ces gens, en effet, ne sont pas tous contre le vaccin. Ils s'opposent à une forme de restriction des libertés qui existe aujourd'hui avec le pass vaccinal et une division, une stigmatisation d'une partie de la population. Et pour revenir d'ailleurs à ce qu'on disait avant, parce que les deux sujets sont totalement liés, finalement... C'est un peu l'idée. Pardon ? C'est un peu l'idée. Oui, les deux sujets sont liés. Pourquoi ? Parce qu'il faut réaffirmer le principe d'égale dignité des personnes aujourd'hui. Et justement, ces gens qui voudraient faire payer les soins aux non-vaccinés, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a philosophiquement un changement de paradigme, et c'est cette morale utilitariste qui vient... troubler finalement le débat en France et changer totalement notre conception de ce principe d'égalité. On va écouter Valérie Pécresse. Pourquoi ? Parce que l'autre question, c'est est-ce que Emmanuel Macron a mis le feu aux poudres avec cette phrase ? La réponse de Valérie Pécresse. Durant 5 années, Emmanuel Macron a tiré à U et à dia. Quelques jours après chaque mea culpa, l'eau naturelle revient au galop. Il jette à nouveau de l'huile sur le feu. Mais la France aujourd'hui est trop fragile pour un président pyromane. Je le dis donc solennellement, il est temps de mettre un terme à cette présidence de la discorde et du mépris. Patrice Arditi, à quoi joue Emmanuel Macron lorsqu'il stigmatise en quelque sorte les non-vaccinés? C'était très intentionnel ce qu'il a fait. De toute façon, on ne peut pas penser. Oui, puisque l'interview a été relue par l'élite. Bien entendu. Maintenant, emmerder les Français. S'il avait dit « je suis contrarié, je vais donc contrarier à mon tour ceux qui me contrarient », je crois que toutes les oppositions se seraient évidemment battues également pour prendre cet argument et en faire justement un fer de lance. Alors, c'est ça sera autre chose dans 15 jours. C'est l'homme à abattre pour tous les gens qui ne veulent plus qu'il soit président. Donc, on prend n'importe quel prétexte. Mais, de toute façon, on ne peut pas l'accuser de bêtises. Macron, s'il l'a fait, c'est déjà pour connaître un petit peu les réactions de ses opposants. Et là, il les a. Et évidemment, Valérie Pécresse ne peut quand même mettre de côté tous les écarts de langage qu'ont pu avoir un certain nombre de présidents, pas uniquement Nicolas Sarkozy, mais Jacques Chirac. Aucun président n'a dit qu'il y avait qu'une catégorie de Français n'était plus citoyen parce qu'irresponsable. Là, c'est au-delà du mot emmerder. Là, on divise et on déchoit de nationalité des personnes qui ne sont pas fait inoculer une dose de vaccin. C'est pas une déchéance de citoyenneté. Là, on va ressortir la phrase, mais c'est un peu le sentiment que j'ai lorsque j'ai lu la déclaration. Ça fait plus mal, certes, que l'histoire de... Pas emmerder, attention. Hein. C'est lorsqu'il a dit les irresponsables, ce ne sont pas plus des citoyens, ou en quelque sorte. On va revoir la phrase. Ça revient, il me casse les machins. C'est les machins, ça va. Là qui
parle, c'est pas le président de la République qui parle, c'est le candidat Emmanuel Macron qui parle. Mais il n'est pas encore. Il n'est pas encore. Oui, mais bien sûr. Personne n'est dupe. Quand ma liberté vient menacer celle des autres, je deviens un irresponsable. Un irresponsable n'est plus un citoyen. Oui, mais quand vous dites ça, je suis désolé, vous êtes candidat à la présidence de la République, et pour moi, il a fait son coming out de candidat à la présidence de la République. C'est très clair. Quand on utilise ces mots, on sort du registre présidentiel. Et le registre présidentiel, la Ve République, c'est le président qui est responsable de l'unité de la nation. Et donc, chaque citoyen fait partie de cette nation. Il a dit exactement le contraire. Donc voilà, il l'a fait. À propos, il l'a fait. Il a donné le ton de la campagne. Ça va être dans oui, tous mais les le sens. sujet, c'est qu'il a donné le ton de la campagne. Et c'est exactement ce dont ce pays n'a pas besoin pour pouvoir avancer. On a un grand pays, il y a plein d'atouts. Et on a une classe politique aujourd'hui qui joue au pyromane. On avait un grand pays également du temps de Hollande, du temps de Sarkozy et tout. Il y a toujours eu une opposition. J'aurais pas dû vous mettre à côté, j'aurais dû vous mettre face à face, les amis. On voit les citoyens, on voit ce sondage. Le Point via Voice qui dit que les citoyens sont dégoûtés. Et donc, il faudrait qu'ils réagissent et qu'ils traduisent. Est-ce qu'ils sont dégoûtés uniquement sur la question de l'élection présidentielle ou est-ce qu'ils sont dégoûtés sur un contexte qui est plus global et qui est saturé Non, c'est sur la présidentielle. C'est uniquement. Mais oui, mais les questions et les mentalités des différentes personnes sont forcément liées sur la question sanitaire. Le mot épuisement tout à l'heure. C'est vrai que les Français sont épuisés. Mais tout à fait. Mais dans ce cas-là, tout ce que vous disiez tout à l'heure, il faut le relativiser, le recontextualiser à la période. Et une fois que la période sera passée, ça changera. Mais ça ne change pas que mon intuition, c'est que les Français ont envie d'ouvrir un nouveau chapitre économique, social, politique, parce qu'ils en ont marre des 2-3 dernières années passées qui ont été épuisantes. Ça ne se voit pas dans les sondages, puisqu'il est en tête quand vous parlez de nouveaux chapitres. Non, les intentions de vote sont gelées. Non, ce qui est important... Ah, pour vous, il n'est pas favori Non, mais... Emmanuel Macron, c'est très simple. Quand on prend les différents sondages qui sont sortis après la désignation de Valérie Pécresse, Emmanuel Macron était battu au second tour par Valérie Pécresse. Une fois qu'on est revenu sur la question sanitaire et qu'on a augmenté sur l'augmentation du nombre de cas, Emmanuel Macron a croisé les courbes avec Valérie Pécresse. Et ça explique la stratégie du président de la République. Pourquoi est-ce que le président de la République a commencé son année avec un clivage sur la question du drapeau et ensuite après sur la question sanitaire? Parce qu'en fait, Emmanuel Macron, avec la droitisation de la société, est apparu en marge plutôt au centre-gauche et donc éloigné des électeurs barycentres moyens qui sont plutôt de centre-droit ou plutôt à droite. Et donc avec la crise sanitaire, il est intouchable. Et en fait, avec la crise sanitaire, avec la question européenne, il se remet au centre du jeu comme lors des élections européennes de 2019, en se remettant au centre. Parce que si vous réinstaurez le clivage gauche-droite, Emmanuel Macron va perdre, tout simplement parce que son bilan est considéré comme mauvais par une grande majorité des Français et parce que son action sur les différents champs, pouvoir d'achat, économie, sécurité, régalien, immigration, est considéré comme mauvais par la majorité des Français. Donc ce cas est perdu. Par contre, si par cas, vous introduisez la question sur la question sanitaire et sur la question européenne, il est majoritaire parce qu'une majorité de Français est d'accord sur cette ligne politique. Vous pouvez continuer l'analyse, mais après la publicité. On revient dans un instant, mais ça c'est très intéressant. En revanche, le clivage gauche-droite, on va le voir, et vous le voyez dans les sondages, la gauche, elle est aux oubliettes. On en parlera dans quelques instants, d'ailleurs, avec Florian Tardif. C'est notre reporter qui suit la campagne à gauche. Anne Hidalgo est avec Anne Hidalgo cet après-midi. Qui c'est? Qui c'est? Ah bah, on va le voir dans quelques instants. La pub, et on revient. 21h30 sur CNews. Merci d'être avec nous pour la deuxième partie de Soir Info Week-end. Toujours avec Azilis Lecor, avec William Tay, avec Guillaume Clossat et Patrice Arditi. On a parlé un peu de cette mobilisation contre le pass vaccinal. Plus de 100 000 Français quand même étaient dans la rue sur tout le territoire. On y reviendra à partir de 22h. On va longuement revenir aussi sur la vague Omicron. Parce que ça y est, on a eu les enfermistes, mais là il y a des scientifiques qui nous expliquent que de fait, cette vague... Effectivement, il y a beaucoup de contamination, mais que ce variant n'est pas forcément si dangereux qu'on le craignait. Mais avant cela, un peu de politique. Pourquoi ? On est à moins de 100 jours du premier tour de la présidentielle. Ça y est, c'est le premier week-end officiel de campagne. Les candidats, vous allez le voir, étaient un peu partout en France, puisque Valérie Pécresse, alors elle n'a pas beaucoup bougé, puisqu'elle est restée à Paris, la présidente de la région Île-de-France. Éric Zemmour au Sables-d'Olonne, Anne Hidalgo à Jarnac, sur les terres de François Mitterrand, et Marine Le Pen, Carcassonne et à Trèbes. En parlant d'Éric Zemmour, il poursuit, je le disais, son tour de France. Nouvelle étape donc en Vendée avec Philippe de Villiers, mais pas que. Et là, c'est intéressant. Patrick Buisson, proche de Nicolas Sarkozy, a fait le déplacement. Tout ce qu'il faut savoir avec Gauthier Lebret, notre envoyé spécial.
Oui, Patrick Buisson, invité surprise de ce déplacement ici au Sables d'Olonne d'Éric Zemmour, l'ancien conseiller de Nicolas Sarkozy et ami de longue date du candidat à la présidence de la République, a donc décidé de s'afficher aujourd'hui aux côtés de Philippe de Villiers et d'Éric Zemmour. C'est évidemment très symbolique puisque les trois hommes avaient l'habitude de déjeuner ensemble pour discuter de la manière de faire gagner la droite hors les murs. Les trois hommes réunis aujourd'hui ici au Sables d'Olonne pour défendre la statue de Saint-Michel qui doit être déboulonnée. Décision du tribunal administratif de Nantes. Et ça a évidemment permis à Éric Zemmour d'invoquer les racines chrétiennes de la France et de parler de l'histoire de la Vendée lors de son deuxième meeting de l'année, puisqu'aujourd'hui il a réuni 800 personnes ici au Sables d'Olonne. Hier, il était en meeting en Eure-et-Loire. Il s'en est notamment pris à Valérie Pécresse et Emmanuel Macron qui ne connaissent pas suffisamment, selon lui, l'histoire de France. C'est ce qu'il a dit tout à l'heure. Et puis enfin, ce déplacement ici au Sables d'Olonne a permis à Éric Zemmour de court-circuiter Marine Le Pen. Elle devait venir la semaine prochaine ici au Sables d'Olonne. Déplacement annulé en raison de la présence aujourd'hui d'Éric Zemmour. La surprise, Patrick Buisson, ça c'est l'info principale du côté d'Éric Zemmour et il s'en explique. Écoutez. Il y a une complicité affective, affectueuse, amicale et idéologique et politique. Nous nous aimons et deuxièmement, nous sommes d'accord sur l'essentiel, c'est-à-dire que nous voulons défendre et sauver cette France qui est menacée de mort aujourd'hui. Voilà. Après, on a évidemment des différends, on a des caractères, on a tout ça, ce qui anime notre vie depuis 30 ans. On passe son temps à s'engueuler, à se réconcilier, à se rabibocher, parce que nous sommes unis par l'essentiel. William Tay, c'est un coup de force du côté d'Éric Zemmour de battre campagne aux côtés d'un proche de Nicolas Sarkozy. C'est un coup de force et surtout c'est utile parce que Patrick Buisson c'était le théoricien des idéologies de Nicolas Sarkozy en 2007 lorsque Nicolas Sarkozy avait réussi à faire baisser le Front National. Et aujourd'hui c'est utile pour Éric Zemmour parce qu'Éric Zemmour doit piocher dans l'électorat de Rassemblement National et notamment un électorat spécifique, c'est l'électorat intermédiaire et populaire. Donc du coup, est-ce qu'avec les thèses de Patrick Buisson, est-ce qu'il va réussir à changer de ligne politique pour pouvoir parler à ces électeurs-là qui sont indispensable pour qu'Éric Zemmour puisse espérer se qualifier au second tour. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'Éric Zemmour a besoin de crédibiliser sa campagne. Et pour ça, il a besoin de l'avenue d'élus ou de personnalités. Il a eu premièrement Philippe de Villiers, et puis là, maintenant, il a Patrick Buisson, qui sont des personnalités un peu connues. Ce qu'il a en moins, c'est qu'il n'arrive pas à attirer des élus LR et des élus du Rassemblement National vers lui. Si Parquet il commençait à le faire, il pourrait faire le même coup que Macron en février 2017 lorsqu'il avait réussi à ramener à lui François Bayrou. C'est le deuxième point. Et après, troisième point, c'est surtout que ça lui permet de lui donner un peu plus de stature. C'est-à-dire que s'il y a des personnes qui commencent à le rejoindre et qui commencent à muscler sa ligne et son programme et sa vision pour la France, il arrivera à se positionner comme présidentiable. Et c'est les trois défauts qu'il a actuellement et c'est pour ça qu'il plafonne dans les sondages. En revanche, William Tay, je vous restreins à 2 points pour la prochaine intervention. Guillaume Clossat. Enfin, c'est faute de défaut parce que je suis désolé, mais on parle d'un conseiller de Nicolas Sarkozy qui a enregistré Nicolas Sarkozy et qui garde les pires relations avec Nicolas Sarkozy, qui est considéré par l'ensemble de la droite comme la personne qui a fait perdre Nicolas Sarkozy en 2012. Donc pour moi, c'est plutôt un loser. Et donc c'est pas plutôt non, c'est pas un signe positif. S'il y a que Buisson. Non, mais c'est plutôt inquiétant. C'est dur, un loser quand même. Il a des amis, il a également des amis. C'est vrai. Mais bien sûr qu'il a des amis, mais il peut paraître sulfureux, c'est vrai. Si ça avait été Brice Hortefeux, je vous aurais dit chapeau, mais c'est pas Brice Hortefeux. Si ça avait été Éric Ciotti, chapeau, mais c'est pas Éric. Donc c'est du deuxième, troisième ou quatrième niveau. Il fallait contrer Stefanini et il a trouvé une signature. Pardon. Stefanini, il est directeur de campagne. Oui. Il y a quand même un certain nombre de poids lourds, elle les appelle ses mousquetaires, autour de Valérie Pécresse. C'est crédible. On peut considérer qu'elle reste trop avec des LR et qu'elle n'ouvre pas assez, mais elle a quand même... Il a besoin de soutien. Mais c'est pas un poids lourd, c'est un poids de dire que c'est un loser, c'est excessif, Guillaume Clossat. De dire que c'est un loser. D'autant que j'imagine que Valérie Pécresse aimerait bien avoir Patrick Buisson à ses côtés. Je pense pas. Oui, là où c'est intéressant, c'est que Patrick Buisson, on le sait... conseiller Marine Le Pen pour sa campagne. Donc, s'il s'affiche aujourd'hui avec Éric Zemmour, c'est qu'il a fait le choix d'une ligne conservatrice assumée, qu'il a choisi non pas Marine Le Pen comme candidate du camp national, mais Éric Zemmour. Et donc ça peut être, de ce point de vue-là, un point fort pour ce candidat. Après, en effet, il manque des soutiens, on va dire, un peu moins marqués à droite de la droite. Aujourd'hui, par exemple, Robert Ménard est resté avec Marine Le Pen, ça c'est intéressant.
de voir que les soutiens qui se dataient n'ont pas tous fait le choix d'aller avec Éric Zemmour. Mais sur les grandes figures qui sont aujourd'hui à ses côtés, il y a Patrick Buisson et Philippe de Villiers. Philippe de Villiers, je ne suis pas sûre que ce soit une figure de poids. Pourquoi ? Parce que déjà, on ne sait jamais s'il va être fidèle. Il n'était pas venu au meeting, il est finalement venu en Arménie. Aujourd'hui, c'est presque une surprise qu'ils soient encore là. Je t'en ai expliqué. Il a dit c'est le discours de Villepinte qui m'a fait changer. Et est-ce que électoralement ça apporte des voix ? Moi, c'est la question que je me pose. Bon, en tous les cas, vous parliez de Marine Le Pen. Marine Le Pen sur Éric Zemmour, justement. Aujourd'hui, Éric Zemmour a fait le choix de rentrer en compétition électorale. Dans la compétition électorale, je crois de son propre chef, probablement il n'en sortira plus. Bon, c'est dommage, c'est regrettable, mais c'est ainsi. Il n'en demeure pas moins que ceux qui... je pense qu'il y a une famille nationale, c'est-à-dire dans ceux qui croient en la France, il va falloir créer les conditions d'un rassemblement. Donc si ce rassemblement se fait avant le premier tour, tant mieux. Mais même s'il se fait au second tour, il est fondamental. Encore faut-il que cette famille nationale soit présente au second tour. Et c'est un peu tout le risque qu'a pris Éric Zemmour en se présentant. Il a pris le risque, quoi qu'on en dise, de laisser aux Français un non-choix. Vous voyez, un non-choix, c'est-à-dire Valérie Pécresse, Emmanuel Macron. La question, vous l'avez juste en dessous. À qui profite le duel Éric Zemmour-Marine Le Pen ? Guillaume Clossat. Emmanuel Macron. Enfin, à Emmanuel Macron, dans un premier temps, ça lui a profité, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que ça profite aussi normalement aux Républicains. Et ça devrait profiter à Pécresse, parce qu'il est évident que s'il y avait une réunification entre les deux clans de l'extrême droite, que ça ferait une Marine Le Pen au-delà de 20%, et que Pécresse, sauf si Emmanuel Macron fait une grosse bévue, ne passe pas au deuxième tour. Donc évidemment, la division de l'extrême droite... Mais ça me fait toujours rire quand j'entends extrême droite aujourd'hui. C'est quoi l'extrême droite ? C'est un échiquier politique et dans la tradition républicaine, on met des gens à l'extrême droite et à l'extrême gauche. Ça ne répondez pas à ma question. Je ne comprends pas ce que veut dire. Est-ce qu'aujourd'hui, extrême droite a un sens ? Moi, j'ai besoin d'avoir la définition. Ça a changé avec Zemmour, parce que quand vous faites des micro-trottoirs dans la rue, vous interrogez des gens, vos voisins, n'importe quoi, il parlait d'extrême droite avant pour Marine Le Pen, et depuis l'arrivée de Zemmour, eh bien, on a l'impression que Marine Le Pen a été dédiabilisée par Zemmour, et résultat, elle ne serait plus à l'extrême droite. C'est Zemmour qui remplit la case, et elle passe pour quelqu'un de beaucoup plus modéré. Et c'est assez intelligent de sa part de rester sur ce terrain-là. Souvenez-vous, au début, quand Zemmour est arrivé, elle n'était pas contente, mais elle le masquait en disant on va peut-être faire copain-copain. Et finalement, il n'y a pas eu copain-copain, parce que lui, il a suivi sa ligne. Au début, je ne sais même pas s'il avait l'intention d'aller jusqu'au bout, mais après, il s'est pris au jeu, et il est sur des rails. Il est sur des rails complètement. Mais la droite extrême, maintenant, elle semble représentée par Zemmour, un petit peu moins par Marine Le Pen. Je dis bien un petit peu moins. Moi, je pense que vous vous trompez. D'ailleurs, quand vous parlez aux gens ou des personnes qui envisagent de voter pour Éric Zemmour, William Tess, pas forcément ce qu'on a pu considérer comme être des extrémistes. C'est pour ça que ce terme d'extrême droite me perturbe aujourd'hui. Mais historiquement, l'extrême droite, c'est celle qui combat la République. Aujourd'hui, il n'y a personne qui combat la République. Donc, en termes dénominatifs de sciences politiques, c'est pas correct de les appeler d'extrême droite. Mais en fait, on le fait par facilité pour classer les gens pour selon les vulgariser. Demi-cercles et pour les mettre à la droite. Mais parce qu'on a l'impression que les gens sont bêtes. Et puis surtout, ça permet, ça c'est le premier point en termes de facilité. Et deuxième point, ça permet de disqualifier en fait des idées promues par certains partis politiques, et ça permet d'éviter le débat. Ensuite, après, sur votre question, à qui profite le duel entre Éric Zemmour et Marine Le Pen ? Théoriquement, c'est plutôt Valérie Pécresse, parce que ça abaisse le seuil de qualification au second tour et ça permet à Valérie Pécresse de passer. Après, si on regarde concrètement, le véritable gagnant de tout ça, c'est plutôt Emmanuel Macron, parce qu'en fait, à partir du moment où vous introduisez un autre candidat dans le champ, en fait, vous radicalisez une partie des idées dans la mesure où les trois candidats, Valérie Pécresse, Éric Zemmour et Marine Le Pen, sont obligés de se faire une course à la radicalité pour savoir qui va être le plus radical auprès des électeurs de droite. Et comme ils sont en train de s'enfermer petit à petit dans un corner électoral, justement justifié par les polémiques de Macron sur la question du drapeau, et ensuite après sur la question du pass vaccinal, plus ses propos sur je vais emmerder les non-vaccinés, comme ils font une course en électorat de plus en plus réduit, et du coup, il radicalise les propos, il libère le centre pour Emmanuel Macron, qui est seul sur son espace tant qu'on n'a pas introduit d'autres thèmes. Azilis, on a l'impression quand même, depuis le début de cette campagne, que tout rattache ou raccroche Marine Le Pen
à Éric Zemmour, quels que soient les déplacements, quels que soient les enjeux politiques? Est-ce que ce côté un peu presque, ce combat fratricide, finalement, en février, ils vont se dire, bon, bah, écoutez, voilà, maintenant, il faut s'allier, c'est plus possible. Non, je ne pense pas. Et ce qui est intéressant, c'est que Marine Le Pen soulève une véritable interrogation. C'est à quoi joue Éric Zemmour? Qu'est-ce qu'il souhaite vraiment? Est-ce que c'est une aventure personnelle, égotique même? Ou est-ce qu'il veut vraiment proposer quelque chose que les autres candidats ne peuvent pas proposer pour la France? Je pense en effet que Marine Le Pen et Éric Zemmour ne visent pas le même électorat aujourd'hui. Éric Zemmour vise un électorat qu'il a déjà, à mon avis, acquis, qui est un électorat vraiment très conservateur. Quand Marine Le Pen, en revanche, se maintient avec les classes populaires. Et c'est pour ça, d'ailleurs, aujourd'hui, qu'Éric Zemmour plafonne, parce qu'il n'arrive pas à aller sur des thèmes qui sont des thèmes de la vie quotidienne des Français, c'est-à-dire le pouvoir d'achat, et pas simplement, même si c'est important à mon avis, mais l'identité française. On avance un peu, je le disais, donc tous les candidats, ou presque, étaient en campagne ce week-end. On va parler un peu de la gauche avec Florian Tardif, notre journaliste, qui suit attentivement la campagne d'Anne Hidalgo. Merci d'être avec nous. Bonsoir Florian. Alors vous étiez donc à Jarnac, sur les terres de François Mitterrand. Tiens, on parlait d'Éric Zemmour. Est-ce que vous qui suivez donc l'équipe d'Anne Hidalgo, est-ce que quand même il parle de cette ascension sur les 3 derniers mois du candidat Reconquête? Elle n'a pas évoqué spécifiquement aujourd'hui l'ascension justement dont vous faisiez état à l'instant d'Éric Zemmour. Néanmoins, elle a tenu des propos sur le climat actuel depuis le début de l'année, un climat vulgaire, un spectacle vulgaire. Ce sont les termes qu'elle a employés tout à l'heure lors d'un échange informel avec les journalistes. Elle a déploré un spectacle vulgaire donc, qui était offert aux Français par les différents candidats, et notamment les candidats dits de l'extrême droite, c'est-à-dire Marine Le Pen, Éric Zemmour. Elle a également mis au sein donc, de ces candidats d'extrême droite Emmanuel Macron. Il fait partie de ces acteurs de ce spectacle vulgaire, a expliqué Anne Hidalgo, tout simplement après les propos qu'il a tenus en milieu de semaine sur les non-vaccinés qu'il faut emmerder. Donc, Florian, je me permets de vous couper pour qu'on écoute Anne Hidalgo justement sur cette campagne qui est violente, et puis on va faire une petite piqûre de rappel, parce qu'elle aussi, elle a eu des mots très durs envers ses adversaires, et on va juste lui rappeler ce qu'elle disait le 31 octobre dernier. D'abord, sa réaction sur cette campagne violente. Ce message de courage qui a été le sien, de courage au service de nos valeurs, des valeurs de la République et de la justice sociale, c'est ce message-là que je veux porter dans cette France divisée, dans cette France où la vie politique est devenue un triste spectacle, souvent accablant, souvent vulgaire. Souvent vulgaire, souvent accablant, triste spectacle. 31 octobre dernier, voilà ce qu'elle disait à propos d'Éric Zemmour. J'en appelle à ce que cette élection présidentielle soit une vraie élection présidentielle avec un vrai débat. Pas un débat sur cette candidature d'un guignol. Je ne débat pas avec un négationniste. Je ne débat pas avec un raciste. Pas très crédible, Anne Hidalgo, lorsqu'elle dit ça 2 mois plus tard. William Tay, qu'est-ce que vous en pensez ? Pour ce qui est Anne Hidalgo, moi je le maintiens, je le dis à plusieurs reprises, c'est la candidate la plus nulle de l'histoire du Parti socialiste. Elle est nulle à tous les niveaux. En fait, elle a quasiment aucune qualité. À la fois, c'est la seule personne qui est candidate à l'élection présidentielle. À chaque fois, vous avez quelqu'un qui dit « je suis maire et je m'appuie sur mon bilan de maire ou mon bilan de président de région, mon bilan de président de département ». Alain Juppé l'avait fait en 2016 à Bordeaux, Valérie Pécresse le fait actuellement en Ile-de-France. Elle est incapable de parler de ce qu'elle a fait comme réalisation pour la mairie de Paris, parce que tout simplement, à tous les niveaux et tous les différents indicateurs d'aide publique, finances publiques, déficit, au niveau du fonctionnement d'emploi, au niveau de l'endettement, au niveau de l'investissement, au niveau de l'état des logements, tout est catastrophique à quasiment tous les niveaux. Et ça rejoint sur pourquoi est-ce que le Parti socialiste est en train de couler. Parce qu'il faut parler aussi de sa ligne idéologique, en fait, Anne Hidalgo. La gauche est pour l'égalité, et aujourd'hui, elle prône la discrimination positive. La gauche était pour l'universalisme, et donc a participé à la construction européenne avec François Mitterrand en 92, dont on fête les 20 ans de l'adoption de la zone euro, et aujourd'hui, ils se détournent de la construction européenne et de leur universalisme. Ils étaient pour la République. C'est la gauche quasiment qui a créé la République, qui a créé les lois de 1905 sur la question de la laïcité, et aujourd'hui, ils sont pour le wokisme et pour la cancel culture. Et pourquoi est-ce que vous voulez demander à un électeur de gauche de voter pour ça quand ces électeurs de gauche ne savent même, quand les responsables de gauche ne savent même pas où est-ce qu'ils habitent? C'est la catastrophe à tous les points de vue. Je pense qu'elle devra se retirer pour au moins ne pas salir le nom de François Mitterrand et du Parti socialiste. Florian Tardif, vous vouliez réagir?
Oui, premièrement, par rapport aux propos qu'elle a tenus sur Éric Zemmour il y a quelques mois, ces propos, elle les maintient tout simplement parce que lors d'un échange informel que j'ai pu avoir suite à sa visite donc de la maison natale de François Mitterrand sur ce spectacle vulgaire, elle a à nouveau utilisé le terme de guignol. Éric Zemmour, estime-t-elle, c'est un guignol dans cette campagne présidentielle. Donc voilà, oui, elle a des mots toujours très durs vis-à-vis d'Éric Zemmour qu'elle souhaite combattre. C'est ce pourquoi elle maintient sa candidature, même si, bien évidemment, son bilan est critiquable, critiqué à nouveau sur ce plateau. Non, mais moi, c'est ça qui me perturbe, Florian. C'est pour ça que c'est intéressant de vous avoir. Si elle vous dit, lors d'une discussion informelle, elle confirme les propos qu'elle a pu avoir le 31 octobre et que, face caméra, elle nous explique que cette campagne est violente et qu'elle, en quelque sorte, appelle au calme et à la bienséance, finalement, elle n'est pas très crédible. C'est ça la difficulté, Florian. Oui, c'est toute la difficulté depuis son entrée en campagne. D'ailleurs, on le voit très bien dans les médias et comment est décrite la campagne qu'elle mène depuis le début, à chacun de ses déplacements, à chacun de ses faits et gestes, tous les titres des journaux que l'on peut lire donc dans la presse font état d'une campagne qu'elle souhaite relancer, c'est-à-dire que elle a décidé d'entrer dans cette campagne présidentielle lors d'un déplacement proche de la Seine, du côté de Rouen, puis elle a décidé de tenir un premier meeting à Lille, etc. Je pourrais faire état de l'ensemble de ces déplacements depuis son entrée en campagne, et à chaque fois, on nous explique que chacun de ces déplacements sont faits pour relancer sa campagne. Encore aujourd'hui, j'ai pu parcourir la presse ce matin, juste avant ce déplacement à Jarnac, donc sur les traces de François Mitterrand, et on expliquait encore que c'était un déplacement pour tenter de relancer sa campagne, sauf que le principal problème finalement d'Anne Hidalgo, c'est que sa campagne n'a jamais réellement été lancée et qu'elle n'a jamais réussi à décoller dans les sondages, bien au contraire. Depuis septembre et son officialisation donc en tant que candidate à la présidentielle, elle ne fait que dégringoler. Vous restez avec nous justement parce que la dernière question, oui. Florian, restez avec nous. La dernière question, c'est est-ce que dans les équipes d'Anne Hidalgo ou juste dans le Parti socialiste, on se prépare, on envisage un plan B, mais avant cela, tour de table, est-ce qu'il faut débrancher Anne Hidalgo et avoir un nouveau candidat au Parti socialiste? Patrice Arditi. D'abord, c'est pas à nous de dire s'il faut débrancher. Je vous dis, qu'est-ce que vous en pensez ici? Vous êtes là pour me donner votre analyse. Oui, mais enfin, moi, qu'est-ce que vous en pensez? Voilà. Écoute, je suis malheureux pour elle parce que c'est ma mère. Enfin, c'est ma mère. Non. C'est la mère de Paris. Quelque part, oui, d'accord. Mais, effectivement, mais je suis malheureux pour elle parce que c'est un désastre, comme on aurait pu être malheureux pour Benoît Hamon, qui était parti, qui était déjà président, soi-disant, et qui a fait 6%. Là, elle est à 3,5%. À peine, je crois, 3,5, elle doit se faire un mauvais sang du diable. Elle multiplie les clichés. Elle a parlé de quoi tout à l'heure? De valeurs de la République et de justice sociale. Ce sont des mots qu'on entend depuis 40 ans, 50 ans, qui ne veulent plus rien dire. Je veux dire, mais qui ne veut pas de véritables valeurs de la République? Qui ne veut pas, en France, de justice sociale? C'est complètement débile de dire ça maintenant. Maintenant, on sait très bien que le Parti socialiste avait besoin d'un candidat ou d'une candidate. Une femme, ça faisait très bien. Je m'excuse, hein, mais c'est vrai, ça faisait très bien. Ça peut faire gagner des voix. Il était peut-être temps. Pourquoi pas? J'en sais rien. Alors on a choisi Madame Hidalgo, mais manifestement le pantalon ou la robe n'est pas à sa taille. Azilis Lecor, est-ce que le Parti socialiste pourrait envisager un nouveau candidat très rapidement? Peut-être, mais alors pour mettre qui? C'est la question, parce que dans les sondages, les hypothèses testées, à savoir Christiane Taubira, ça ne décolle pas davantage. Et finalement, il faut se poser une question, c'est ce que William soulevait, sur le fond, sur les propositions du Parti socialiste. Qu'est-ce que propose le Parti socialiste aujourd'hui? Pas grand-chose. Christiane Taubira, par exemple, représente une gauche sociétale, mais sur les questions de société plus profonde, sociale finalement, qu'est-ce qu'elle a à dire? Et justement, si Anne Hidalgo espère cette primaire populaire, c'est peut-être pour se ranger derrière un candidat qui aurait de vraies propositions à faire, et même si je ne suis pas de ce bord, disons, à mon avis, EELV a plus de choses à proposer que le Parti socialiste aujourd'hui. Intéressant. Guillaume Clossa, vous en pensez quoi? Et ensuite, on terminera avec Florian Tardif.
Moi, je pense qu'il y a aujourd'hui, chez les socialistes, un désert d'idées, alors qu'il y a plein de sujets qui devraient les amener à avoir plein d'idées. On doit aujourd'hui repenser en profondeur le système de santé. Ça, c'est une évidence. Il y a un problème avec l'école. Et donc, il y a aussi à repenser l'école. La crise sanitaire a créé des inégalités à l'université et à l'école qui sont considérables. Et on voit qu'il y a des générations d'enfants qui vont avoir du retard. Et donc, tout ça, c'est des sujets qui sont concrets. Il y a le plan de relance européen. Moi, je pense qu'on ne fera pas la transition écologique sans un plan d'investissement européen dans le développement. C'est l'ancien conseiller au Conseil de l'Europe qui parle. Non. L'ancien conseiller au Conseil européen. Mais c'est des choses que aussi bien la droite allemande, même la droite néerlandaise dit. Je parle de droite, alors que c'est des sujets qui sont plutôt des sujets de gauche. Eh bien, ces sujets de gauche ne sont pas repris par le Parti socialiste français. Ils le sont par les sociodémocrates allemands, par les sociodémocrates portugais, par les sociodémocrates... Est-ce que les Français ne regardent que leur nombril? C'est la question que je me pose, moi. Moi, la question que je me pose surtout, Guillaume, et je vais la poser à Florian Tardif, c'est est-ce que le Parti socialiste a une alternative? Je m'explique. Si en février, Anne Hidalgo est toujours à moins de 5%. Est-ce qu'ils vont prendre le risque? Parce qu'ils jouent leur vie, en quelque sorte. Puisque si vous avez moins de 5%, vous n'êtes pas remboursé. La campagne n'est pas remboursée. Et les caisses au Parti socialiste sont déjà vides. Donc on fait comment? Eh bien, écoutez, depuis quelques semaines et même quelques mois, il y a eu 3 alternatives qui ont circulé au sein du Parti socialiste. Celle de Bernard Cazeneuve, l'ancien Premier ministre. Il n'a pas souhaité y aller. Il y a eu celle également de François Hollande. Il a sorti un livre récemment, Affronter. Il est vrai qu'au sein du Parti socialiste, on s'est dit, est-ce qu'il ne faudrait pas rappeler François Hollande, malgré son bilan qui a été très critiqué à gauche? Je dois m'entretenir dans les prochains jours avec son entourage, mais selon les informations dont je dispose actuellement, il ne devrait pas y aller. Et puis la troisième alternative qui a à un moment été évoquée et qui devient de plus en plus crédible, c'est celle de Christiane Taubira. Elle fait clairement campagne. J'étais à ses côtés hier. Elle m'a dit oui, je fais campagne. La campagne présidentielle a débuté. Je dirai dans les prochains jours quelle sera ma part, comment je souhaite prendre part à cette campagne présidentielle. Mais ce que je peux dire, c'est que si Christiane Taubira compte y aller dans les tout prochains jours, par rapport aux échanges que j'ai pu avoir avec Anne Hidalgo, si Christiane Taubira y va de son côté, Anne Hidalgo compte bien y aller également de son côté. Donc ça risque de rajouter une candidature aux candidatures. C'est comme ça, c'est pas suffisamment compliqué à gauche, on essaye de compliquer encore un peu plus. C'est la logique, c'est normal. On essaye de. Il nous reste 20 secondes, Guillaume. La question que vous posiez, c'est est-ce qu'il y a quelqu'un à gauche qui a vraiment. Oui. Il y en a un qui n'ose pas le dire, mais c'est Raphaël Glucksmann. Ah, Raphaël Glucksmann. Florian Tardif, je voudrais vous remercier. Hier, on était avec Gauthier Lebret qui suit la campagne d'Éric Zemmour. On va essayer de faire ça tous les week-ends, c'est-à-dire d'être au plus près de nos reporters qui sont sur le terrain. Et on vous remercie, Florian, parce que là, on a pu comprendre un peu les coulisses. Ça y est, ils sont en train de proposer, d'autres d'envisager 1, 2, 3 plans. J'ai reçu un message. Florian Tardif, il plaisante ou quoi? Il veut encore mettre des candidats au milieu. Mais il est fou. Voilà ce que je reçois. C'est pas moi qui souhaite mettre des candidats au milieu. On a compris, Florian. Je vous remercie. On se retrouve peut-être demain s'il y a du nouveau pour la gauche. Puisque d'ailleurs, Anne Hidalgo, invitée de Jean-Pierre Elkabbach demain matin à 8h. L'interview politique.